Philippe Gabillet. Bonjour. Et merci de m'avoir accordé cette interview. Vous êtes né à Bordeaux, Philippe. Vous êtes docteur en management, professeur de psychologie à l'ESCP Europe, spécialiste des comportements. Vous êtes depuis 2012 également chroniqueur politique sur RMC dans l'émission Les Grandes Gueules. Mais si j'ai souhaité vous interviewer aujourd'hui, c'est plutôt pour votre casquette de conférencier. En effet, vous êtes un spécialiste, on pourrait dire en France, de l'optimisme et de la chance. Vous avez d'ailleurs écrit 2 livres. Le premier, Éloge de l'optimisme, et votre petit dernier, qui est sorti en 2014, Éloge de la chance, l'art de prendre sa vie en main, aux éditions Saint-Simon. Vous êtes également vice-président de la Ligue des optimistes de France, et vous donnez plus d'une centaine de conférences par an sur ces thématiques. Alors Philippe, d'abord j'aimerais vous poser la question qui me brûle les lèvres aujourd'hui, c'est comment avez-vous débuté comme conférencier professionnel? Comment devient-on un conférencier professionnel de renom comme vous l'êtes? Le point de départ, ça a vraiment été un concours de circonstances fortuit. J'étais jeune consultant, j'avais 26 ans. Bon, j'étais consultant dans une entreprise de conseil. On fait un salon et c'était mon patron qui était le porte-parole, le speaker, etc. Il a un problème assez grave qui fait qu'il ne peut pas faire la conférence. Mais il y avait 500 personnes qui étaient inscrites à la conférence en question dans ce grand salon. On était porte de Versailles. Et on me dit, écoute, mais on me dit ça l'avant-veille. On me dit, écoute, voilà, c'est toi qui vas le faire. Je dis, mais vous rigolez, j'ai jamais fait ça devant 500 personnes, c'est pas possible. Mais si, tu vas voir. J'ai pas dormi pendant 48 heures. J'ai fait cette conférence-là en étant tétanisé. Et, contre toute attente, ça s'est extrêmement bien passé. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de déclic. Je me suis dit, mais attends, ce truc est formidable. Et donc j'ai continué à en faire de plus en plus. Le deuxième temps, ça a été lorsque j'ai changé d'entreprise, j'ai commencé à les faire payer, parce que tous les conférenciers au départ, ils font ça gratuitement. Et j'ai commencé à les faire payer, et je suis tombé un jour sur quelqu'un qui m'a dit, mais tu devrais essayer de les faire payer plus cher. Et j'ai monté, et chaque fois, les gens acceptaient mes prix. Je trouvais ça formidable. Je dis, mais dans ce cas, je peux en faire un job. Et à partir d'un moment, entre les années 92, 93, et jusqu'à ce que je rentre d'ailleurs à l'ESCP, ça a vraiment été, alors là, pour le coup, je ne vivais que de ça, et je vivais plutôt, d'ailleurs, confortablement déjà à l'époque avec ça. Très bien. Beau début, voilà. Un début finalement assez rapide. Assez rapide, oui, tout à fait. Parce que j'ai toujours été sur des sujets qui correspondaient vraiment à des attentes. À l'époque, j'étais sur la motivation, énergiser les équipes, etc., qui sont d'ailleurs toujours des sujets qui intéressent les entreprises aujourd'hui. J'ai toujours été là-dessus. Donc, il y a toujours eu une demande. Tout à fait. Alors, la conférence, c'est on peut dire, un sport de haut niveau. Ça requiert un niveau d'énergie, d'enthousiasme, une tonicité importante. Et moi-même, je suis coach en prise de parole et je voulais, pour les internautes, que vous nous partagiez vos secrets de préparation mentale ou physique. Est-ce que vous avez un petit rituel que vous faites, toujours le même? Est-ce que vous avez un petit gris-gris dans votre loge qui vous donne confiance avant d'aller sur scène et partager les thèmes En fait, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup dans le fond. J'ai du mal, moi, à donner des trucs ou des techniques parce pour une raison très simple. Il se trouve que moi, j'ai jamais été formé. Donc ça s'est mis en place comme ça. En revanche, il y a une chose qui pour moi est très importante. J'ai besoin, c'est très animal, j'ai besoin de sentir les lieux. Il faut que je sois physiquement, que je puisse me balader. Quand c'est dans un théâtre, aller dans les coulisses, mais aller discuter avec les techniciens. Voilà. Moi je suis tout sauf le gars qui se met dans sa loge, qui médite, pas du tout. Moi j'ai besoin d'aller boire un coup, discuter avec la technique, les autres gens, être déjà dans une espèce d'énergie qui va m'être donnée par les personnes. Et comme ça, moi je rentre après dans ma prestation et tout va bien. Donc de ce fait-là, je suis généralement, si j'avais à avoir un rituel, c'est d'arriver en avance pour pouvoir sentir la salle et les gens avant. Ça, c'est très, très important. Oui, il y a une question un peu de température. Ah oui. Ça, énergétiquement, de sentir l'endroit où on va. Oui, tout à fait. C'est vraiment essentiel. Ouais. Et donc, vous êtes un véritable faiseur d'histoire. J'ai vu plusieurs de vos conférences qui sont disponibles en libre accès sur YouTube, plusieurs d'entre elles. Et vos conférences sont toujours très vivantes, truffées d'histoires, d'anecdotes, parfois même de choses que vous avez vécues. Et je voulais vous demander comment vous faites pour choisir les histoires qui vont illustrer votre propos. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas si je choisis les histoires. En tout cas, très souvent, je les laisse me choisir. Moi, je lis beaucoup. Et entre autres, je lis beaucoup des formats courts. Donc, régulièrement, d'ailleurs, j'ai toute une bibliothèque avec des contes plus divers et variés, que je relis d'ailleurs régulièrement parce qu'il y a des contes, par exemple, que j'ai laissé passer
il y a des années, quand j'ai lu le livre pour la première fois, je relis les contes en question, je dis, mais attends, mais celui-là, ça là, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et une fois que j'ai trouvé une histoire qui me semble intéressante, généralement je la détourne. C'est-à-dire que je change l'époque, je change les personnages, mais ma structure d'histoire je la conserve parce qu'il faut absolument que l'histoire, elle soit à moi. Et mon test d'ailleurs, mon test technique pour être sûr qu'une histoire est vraiment l'histoire qui va avoir un impact sur les gens, c'est qu'en fait je m'entraîne, ça ne prend pas trop de temps, mais pour moi une bonne histoire est une histoire que je peux raconter du point de vue de tous les personnages de l'histoire. Donc moi je peux raconter mon histoire du point de vue d'un des personnages, mais je peux m'entraîner à la raconter du point de vue d'un autre personnage. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup par exemple sur les contes. Moi je dis toujours, si vous voulez être capable de raconter à vos enfants le petit chaperon rouge et qu'ils ne s'ennuient pas, vous pouvez leur raconter le petit chaperon rouge 3-4 fois de suite dans la semaine, mais le premier jour c'est du point de vue du narrateur, le deuxième jour c'est du point de vue du petit chaperon rouge, après du point de vue de la grand-mère, du point de vue du loup, là, et vous avez, en fait, il y a 5 histoires en une, selon le personnage qui va parler, vous avez des histoires différentes. Donc ça c'est un point très important, beaucoup lire, et puis laisser, à un moment donné, se mettre à l'écoute d'une histoire qui vous dit hop, attends, prends-moi, hein, parce que moi, voilà, je suis l'histoire dont tu as besoin en ce moment pour clôturer ton truc. Très bien, donc une bonne histoire pour vous, une histoire qui illustre bien ce que vous avez à dire, c'est avant tout une histoire que vous vous êtes appropriée. Oui. Et qui m'a vraiment touché moi, alors qui m'a fait rigoler, qui a attiré mon attention, c'est vraiment celle-là. Et il m'est arrivé parfois de chercher des histoires, il fallait coûte que coûte que je termine, j'avais besoin d'une histoire sur tel sujet, par exemple sur Internet, il y en a des tonnes et des tonnes, en particulier sur des sites anglo-saxons, mais c'est rarissime que je trouve une histoire qui va tout de suite bien tomber. D'ailleurs je les teste généralement 2-3 fois avant, et puis de temps en temps il y a une histoire miraculeuse, une histoire même parfois un peu banale, et puis qui immédiatement va toucher les gens. Alors avec des choses d'ailleurs assez étonnantes, par exemple des histoires qui ne font pas tellement d'effet quand on les raconte entre amis. Les gens ont un petit sourire, ils disent ah ouais c'est bon, et on la raconte la même devant une salle, et ça fait un tabac. Ça c'est très mystérieux. Donc vous nous avez donné quelques petits secrets pour choisir la bonne histoire, hein, celle qui va pouvoir toucher le public. A contrario, quel est d'après vous l'écueil ou les écueils éventuellement qu'il faut éviter quand on est conférencier ou qu'on doit s'exprimer en public et qu'on a envie de faire du storytelling? Alors, le principal danger, me semble-t-il, hein, par expérience, parce que moi-même ça a pu m'arriver de tomber sur cet écueil-là, c'est l'histoire figée. C'est-à-dire que l'histoire, aussi géniale soit-elle, en gros, je dis n'importe quoi, dans mon histoire, j'ai un homme, un chien et un ange, mon histoire dure 5 minutes, bon, terminé, c'est comme ça, bon. Alors qu'en fait, non, en storytelling, parfois, il va falloir que je mette à la place une femme, j'ai toujours mon ange, et puis j'ai peut-être un autre animal, on ne sait pas. Et je dois pouvoir, en fonction des gens qui sont en face de moi, modifier parfois certains paramètres de mon histoire, et je dois aussi pouvoir modifier le timing. Ça c'est très important parce que quand on est conférencier pro, on a un contenu, et on vous dit, voilà, vous avez 30 minutes. Des fois, vous avez 45 minutes, vous avez 1 heure. Bon. Une des variables d'ajustement, ça va être les histoires. Non pas pour les supprimer, peu importe, ou en rajouter, mais avoir des versions à fort impact. Mais bon, j'ai plusieurs histoires. J'ai vraiment une version 3 minutes, une version 6 minutes et une version quasiment one-man show cabaret où je vais pouvoir mimer les personnages et puis ça va durer 10 minutes. Bon, ça dépend du temps qu'on a. Et travailler une histoire, c'est ça, c'est être capable, à travers son histoire, de la jouer, d'étaler le temps, de restreindre le temps. Non. Donc en fait, moi j'en connais des tas d'histoires, mais je ne m'en suis approprié qu'une quinzaine ou une vingtaine qui sont vraiment des choses qui sont voilà, des histoires que j'ai retravaillées comme on retravaille une matière première. Et pour nous raconter un peu des petites anecdotes un peu plus personnelles, quel est votre pire souvenir de conférencier ? Ah, mon pire souvenir de conférencier, ah ben là je peux vous le dire, mon pire souvenir de conférencier, c'est une conférence que je fais dans une grande chambre de commerce d'une région que je ne nommerai pas. J'ai 800 personnes dans la salle et avant de monter sur scène, l'organisateur vient me voir, c'est le jour de la finale d'une coupe d'Europe ou du monde, je ne me souviens plus, toujours est-il qu'à la France. Et là on me dit, voilà ce qui se passe, si on avait maintenu la conférence alors qu'il y a la finale de la coupe, on n'aurait eu personne. Donc, en fait, on va mettre en même temps, pendant que vous parlez devant les 800 personnes, nous en régie, on a la finale qui est en train de se faire, et en revanche, on vous prévient à l'avance, dès qu'il y aura un mouvement fort dans le match, etc.,
on vous coupe et on passe immédiatement sur l'écran géant qui est derrière vous pour que les gens voient qui le but, qui le penalty. Je dis, vous savez, c'est pas cool, hein, ce genre de truc, parce que j'ai des collègues et vous leur faites ça, ils s'en vont, quoi. Hein, bon. Je dis, vous allez voir, bon. Et effectivement, heureusement, j'ai eu de la chance. Heureusement, les Français se sont mis à bien jouer uniquement vers la fin de ma conférence. Donc, j'ai pu à peu près faire. Bon, j'ai eu 2-3 coupures. Alors, d'ailleurs, c'était étonnant parce que les gens dans la salle étaient très choqués qu'on me coupe la parole pour voir les gars jouer au foot derrière. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est moi, ma hantise, c'était que la coupe intervienne au moment où j'étais en train de raconter une histoire, ça aurait été la cata. Et là, heureusement, là, il y a eu un grand mouvement dans le match avec un but, etc. Quasiment 5-10 minutes avant que je fasse ma clôture, ça m'a permis de rebondir dessus. Et alors, d'ailleurs, j'ai utilisé les coupures pour dire, ben voilà, je vais vous montrer comment un optimiste, par définition, ne se laisse jamais dépasser par les événements, et je le prouve. Alors là, on récupère la salle, les gens rigolent, et c'est très sympa. Et quand j'en parle aujourd'hui, je trouve que ça a été une expérience extrêmement positive et intéressante. Mais sur le moment, pendant une fraction de seconde, j'ai été furax. Ah oui, mais il y avait vraiment de quoi. Il y avait vraiment de quoi, parce que je me dis comment arriver à garder la concentration et le bon degré d'énergie quand on vit ce genre d'aléas en conférence, en prise de parole. En tout cas, ça m'apprend une chose, c'est que techniquement, si vous voulez, moi on se dit, mais est-ce que vous pensez que pour être un bon conférencier, j'ai fait du théâtre, est-ce que ça va m'aider? Ma réponse est oui, mais je rajoute toujours, si en plus vous avez fait de l'impro, ça sera mieux. Parce qu'il y a vraiment une chose, le talent de théâtral est important, en revanche, le talent en impro, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, est aussi essentiel quand on est un conférencier professionnel. Waouh. Ça en fait des aventures. Et alors, est-ce que vous pouvez nous partager votre meilleur souvenir de conférencier? Alors, je vais vous dire, mais les meilleurs souvenirs d'un conférencier, c'est soit des souvenirs de salle, soit des souvenirs d'audience. Alors moi, j'en ai deux. Il y en a un, la première fois que j'ai fait en tant que conférencier, j'ai fait le Grand Rex. J'étais au Grand Rex, mais pas dans n'importe quelle condition. C'était pour une société de lingerie féminine. Et j'avais les 4000 vendeuses de lingerie devant moi dans la salle. Donc vous imaginez 4000 femmes et moi sur scène en train de parler le bonheur, l'optimisme avec des caméras partout. J'avais l'impression d'être devenu Julio Iglesias. Enfin, je dirais, c'était formidable. Alors ça, c'était un souvenir, mais franchement extraordinaire. Et alors un autre souvenir à la fois formidable et dur, c'est la première fois que j'ai fait une conférence TED en anglais. Donc je savais que j'avais très peu de temps. C'est la première fois que je faisais une conférence vraiment type conférence, quoi. En anglais, je fais des cours, tout ça. Mais là, la conférence en anglais sur un format 12 minutes avec 10 000 internautes qui étaient en train de regarder en même temps. Et là, on avait droit qu'à une prise. Là, dans les 20 minutes qui ont précédé, ça avait fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai eu la boule là quand même. Donc j'ai demandé d'ailleurs à passer en premier. J'ai fait l'ouverture. Instantanément, après une fois que ça a été fait, ça s'est extrêmement bien passé. J'étais tout à fait content de la prestation et je me suis mis dans la salle et j'ai participé en tant que spectateur à cette conférence TED avec tous mes collègues qui passaient après moi. J'étais dans une espèce d'état de lévitation, je dirais de bonheur absolu. Voilà. Et quand vous démarrez une conférence, peut-être une nouvelle conférence, que vous inaugurez un thème, est-ce que vous détendez assez rapidement dans le décours de la conférence, ou est-ce que vous êtes dans un état d'alerte très, très puissant? Parce que quand on voit vos conférences, on a vraiment l'impression que vous parlez à une seule personne, et ce qui est votre grande force. Oui. Outre le fait que vous avez quand même un tempérament de comédien et que vous faites vivre vos personnaires, ce qui est j'essaye. Mais on a vraiment l'impression que vous parlez à un ami. Ouais. Et je trouve que développer ça ou arriver à faire ça, il faut forcément une certaine décontraction intérieure. Oui, mais ça faisait partie c'était peut-être d'ailleurs, c'est peut-être une décontraction aujourd'hui, mais dans le fond, si ça se trouve, dès le départ, ça a été justement aussi une stratégie pour me maintenir décontracté. Parce que même quand j'avais 400 personnes dans la salle, c'est un vieux truc d'ailleurs même qu'on donne encore aujourd'hui à des gens qui prennent la parole ou qui ont peur de prendre la parole, identifier rapidement quelqu'un qui est là, qui vous fait un grand sourire, que vous ne connaissez pas, et dès qu'il y a quelque chose, vous regardez cette personne qui de toute façon, dans les salles, il y a toujours des gens, quoi que vous disiez, ils vous sourient et ils hochent la tête comme ça, ils sont d'accord avec vous, vous pouvez dire n'importe quoi, ils sont d'accord. Hein, et donc, c'est très important, ça, psychologiquement, d'avoir ça. Puis moi, naturellement, je m'adresse assez rapidement, même quand je fais des conférences devant 2000 personnes, 3000 personnes, je vais dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu comprends le jour où tu es avec. Et ça crée effectivement, mais maintenant que vous m'en parlez, je fais attention à ça, mais tout ça, c'est des choses qui se sont mises en place naturellement. Et quand on n'a pas la chance d'avoir été formé à ça, on a intérêt à se mettre à l'écoute de soi-même pour dire, dans le fond,
quel est le speaker qui est en moi et qui essaye comme ça de se révéler. Se mettre à l'écoute et être en alignement, vous voyez, avec son propre style. Ça, c'est absolument essentiel. Moi, je fais de la comédie, bien évidemment, mais je joue pas. Oui. Voilà. Être en alignement. Voilà. Avec son propre style. Une belle formule, hein. Je trouve qu'il peut être vraiment médité par toutes les personnes qui ont envie de prendre la parole en public, et notamment avec un style storytelling. Quelle histoire, conte, mythe ou légende vous a le plus inspiré, ou vous a le plus marqué dans votre vie? Ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'était dans mon enfance, parce que il se trouve que donc j'ai été élevé, je suis né à Bordeaux, mais j'ai été élevé dans le Pays Basque par mes grands-parents qui se sont occupés de moi jusqu'à ce que j'ai 4-5 ans. Et ma grand-mère, en fait, m'achetait en permanence des disques vinyles, mais d'histoires qui n'étaient pas du tout de mon âge. Et entre autres, j'avais pas 3 ans et demi, et elle m'a acheté, c'était, je me souviens, raconté par François Perrier, des grands acteurs de l'époque, l'Iliade et l'Odyssée. Et en particulier l'Odyssée, d'Ulysse. Et moi j'ai été bercé, mais quand je dis que j'ai été bercé, je connaissais des morceaux entiers par cœur, que j'ai connus par cœur mais que je crois encore, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et pour moi, l'Odyssée, c'est toujours été le retour d'Ulysse à Ithaque, ce gars qui veut juste rentrer chez lui, qui a la moitié des dieux de l'Olympe qui veulent sa peau, et qui pourtant, malgré ça, va continuer à avancer à la fois en se protégeant lui-même, protégeant ses compagnons tant qu'il le peut, etc. Pour moi, ça a vraiment été une histoire fondatrice, et je pense que c'est un récit qui, pour moi, a été vraiment essentiel. Et j'imagine en plus que ça fait vraiment partie c'est les grands textes fondateurs aussi, oui, tout à fait. Dire, de notre civilisation occidentale, dans lequel on peut... Et d'une façon générale, on a toujours intérêt, même si on n'est pas un spécialiste de ça, quelqu'un qui va vouloir faire de son métier la prise de parole pour aller raconter des choses à autrui, on a toujours intérêt, me semble-t-il, à se nourrir du patrimoine. Alors voilà, nous, notre patrimoine, c'est d'ailleurs pas uniquement la Grèce et Rome, hein, c'est aussi, je sais pas, les contes d'Idriss Shah, les soufis, le hassidisme, que les contes soient dans la littérature arabe, par exemple, classique, il y a des choses absolument extraordinaires en matière de contes, s'en nourrir. Et puis, mais ne pas d'un autre côté être trop respectueux par rapport à l'histoire, la détourner. C'est pas scandaleux de prendre quelque chose qui sort de l'Iliade ou de l'Odyssée et puis d'en faire une histoire qui se passe dans une cité dans le 93. Là, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Toujours s'approprier, s'approprier, la faire. Et l'appropriation passe par la transgression en matière d'histoire. Donc il n'y a aucun texte qui est sacré, quoi. J'ai envie pour clore cette interview, de vous demander une histoire avec laquelle vous auriez envie qu'on reparte. Une histoire, je trouve, qui est porteuse d'une sagesse qui peut tous nous aider. C'est au fin fond d'une campagne française, et moi je suis plutôt dans le sud en plus, hein, je suis un gars du sud. Hein. Et donc on va dire c'est quelque part dans les Cévennes, sur un causse quelconque, c'est sec généralement pourtant. Et on raconte dans un village qu'un paysan mystérieux est arrivé il y a 20 ans. Il a pris possession d'une partie totalement désertique du Causse, et 20 ans après, c'est devenu un lieu où il y a des fleurs, des plantes médicinales. C'est un truc absolument incroyable. Et donc, il est en train de travailler dans son champ. Alors, tout le monde le connaît. Hein. Et puis, un jour, il y a un curé, un peu malin, qui passe dans le coin. Et il entend parler de ce paysan qui aurait, il y a 20 ans, récupérer cette terre morte et on aurait fait ce champ extraordinaire que tout le monde peut voir maintenant avec des fleurs partout, des plantes, tout ça. Donc le curé va voir le paysan, lui dit, dis donc, c'est à toi tout ça? Il dit, ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce que tu as fait. Parce qu'on m'a raconté, hein, je savais qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. Hein. Ouais. Puis maintenant, il y a tout ça. J'espère que tu n'oublies pas, si tu vois ce que je veux dire, à qui tu dois tout ça. Alors le paysan dit, pourquoi vous me dites ça? Parce que ce que tu as fait, c'est pas mal. Mais j'espère que le matin, quand tu te fais tes prières, tu n'oublies pas de remercier le bon Dieu, tu vois, celui qui t'a permis. Et alors à ce moment-là, le paysan a un petit sourire et dit « Oh, vous savez, monsieur le curé, vous pouvez me faire confiance, hein. Oh là là, tous les matins depuis 20 ans, quand je me lève, je remercie le bon Dieu pour le soleil qu'il a fait briller sur cette terre. Tous les matins sans exception, je remercie le bon Dieu pour la pluie qu'il m'a envoyée quand j'en avais besoin. Tous les matins depuis 20 ans quand même, hein. Je remercie le bon Dieu pour la puissance qu'il a mis dans les graines que j'avais semées. Et je vous assure, monsieur le curé, que depuis 20 ans, tous les matins, je remercie le bon Dieu pour ce miracle incroyable qu'on appelle les 4 saisons. Cela dit, hein,
Vous auriez dû voir la terre en question il y a 20 ans, quand le bon Dieu était tout seul pour s'en occuper. Voilà. Voilà. Une magnifique histoire. Voilà. Pour clore cet entretien, encore merci. Et merci Marielle, merci infiniment. Et eh bien, j'espère que tout ce que vous nous avez partagé là va pouvoir aider des personnes qui souhaitent prendre la parole et surtout raconter des histoires et inspirer les autres par le biais du storytelling. Merci encore. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.